Bonjour à toutes et tous. D'abord, vous me permettrez sûrement de remercier Solidarité rurale de se battre jour après jour pour le monde rural. Certains diront pour le milieu rural, mais je pense que la bataille de Solidarité rurale, c'est pas pour le milieu rural, évidemment pour le milieu aussi, mais surtout pour le monde rural, les gens qui habitent ce monde rural. On disait tantôt, il y a seulement 2 millions de personnes qui habitent dans le monde rural, mais pour avoir parcouru le Québec plusieurs reprises au cours des dernières années, surtout entre le Bel-sur-Quivillon et Québec, faites ça souvent, il y a, par contre, et on devrait être conscient de ça, il y a des millions de personnes dont un des plus grands rêves, c'est d'habiter le milieu rural. On a un privilège extraordinaire, nous, des habitants du territoire rural, c'est de vivre dans un milieu. Et là, je me permettrai peut-être un petit aparté. J'étais à Radisson, où il y avait une trentaine d'ambassadeurs et de délégués de trentaine de pays différents. J'étais accompagné de la ministre de l'époque, Mme Normando. Et les gens disaient, « Qu'est-ce qui fait que vous venez vivre dans des endroits comme ça? » J'ai dit aux gens, quelle est la chose que chaque être humain, chaque individu rêve? C'est la liberté, de pouvoir vivre dans un milieu et de pouvoir y vivre comme on le souhaite. Avec, évidemment, des règles, on vit en société, mais avec cette liberté qu'on retrouve, à mon point de vue, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de grande ville, mais qu'on retrouve dans nos milieux. On a donc à être très fiers, très, très fiers d'habiter ces milieux-là. Et ensemble, et évidemment, comme vous tous, j'ai entendu au cours des années le docteur Pau, maintenant qu'on dit, qui était un leader extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi c'est un leader extraordinaire? Évidemment, il y avait cette facilité de transmettre ce qu'on ressent, mais c'est aussi quelqu'un à qui on s'identifie. Pour moi, un leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable d'être en avant de la parade, de conduire le train, là, mais d'être en avant de la parade, mais d'être en avant de la parade, c'est une chose, mais que les gens s'identifient à ce leader-là, donc vont le suivre. Alors, M. Proulx, je pense, au cours des années, a fait un travail extraordinaire pour nous. Et Claire Bolduc, qui a pris la relève, j'écoutais le discours de Claire tantôt, et là, je suis en dehors de mon propos, mais vous me le permettrez. Je m'excuse, j'avais écrit quelque chose, mais probablement je ne le suivrai pas. Alors, ça m'étonne. Ça étonne pas les gens qui me connaissent. Claire, que j'écoutais tantôt, la grande différence entre un discours comme Claire vient d'en faire un, je ne dirais pas un discours, je dirais qu'elle nous a livré ses tripes, son cœur, c'est justement ça. C'est le cœur. C'est quand ces personnes pensent d'abord et avant tout aux humains. J'ai été un élu municipal, double élu. J'ai été à la conférence régionale des élus présidents pendant de nombreuses années. J'ai été président du CRD en Abitibi-Témiscamingue, président du Conseil régional nord du Québec. Bon, 56 affaires. Et dans toutes les postes que j'ai occupés, j'ai même été au conseil d'administration d'Hydro-Québec et je me rappelle parce que les premières questions que j'avais posées, c'était concernant le nombre d'employés, puis les employés, puis bon, alors qu'on parlait plutôt d'autres choses que ça. Mais pour moi, les humains, c'est la base, c'est notre raison d'être quand on est un leader dans nos milieux. Moi, j'ai été élu maire et j'ai été au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, à l'exécutif aussi. Et souvent, des fois, on dit
les maires ou les élus ont un rôle bien important, et c'est très vrai. Mais on ne devient pas des leaders, à mon point de vue. On ne devient pas des leaders parce qu'on est des élus municipaux. On devient souvent des élus municipaux parce qu'on était des leaders, pas l'inverse. Et moi, le jour où j'ai été élu maire de Lebel-sur-Quévillon, je n'ai pas senti arriver une lumière spéciale qui est venue m'éclairer puis qui a fait que j'étais plus fin que la veille. Absolument pas. Par contre, quand on est un élu, les gens qui nous ont élus ont mis, et je dis bien les gens qui nous ont élus, ont mis leur confiance en nous. Ils nous ont dit, ils nous ont passé le message, on vous demande de prendre en main, pas tout seul, heureusement, de prendre en main les destinées de notre communauté. Et là, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Ce n'est pas un titre d'être un maire ou d'être un élu municipal, c'est une responsabilité. Une responsabilité, ça veut dire qu'on est prêt à y consacrer le temps et l'énergie. Et il faut aussi, les gens s'attendent à ça, et c'est notre responsabilité, on est là aussi pour suggérer des solutions, pas pour dénoncer des situations. Ça, là, n'importe qui est capable de faire ça. Dénoncer, chialer, bien facile. Mais le chiolage, quand il n'y a pas de solution ou quand il n'y a pas quelqu'un qui prend le chiolage, parce qu'effectivement, je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que Claire disait, il faut écouter ces chioleux. Mais si on les écoute, on dit c'est une gang de ci puis de ça, puis on ne va pas plus loin, évidemment, on n'a rien accompli, eux n'ont rien accompli non plus. Je vais revenir à mon propos. Je vais vous parler de Lebel-sur-Quévillon. Je vais vous parler un peu du nord du Québec, parce que Lebel-sur-Quévillon, c'est une ville dans le nord du Québec. Où c'est Lebel-sur-Quévillon? Bon, là, je vais faire référence à une ville qui est probablement un peu plus connue, Val-d'Or. Et là, Mario Provencher, maire de Rouyn, est ici. Alors, je devrais plutôt parler de Rouyn-Noranda. Excuse-moi, Mario. Alors, Rouyn-Noranda est à peu près à 170 000 de Lebel-sur-Quévillon. On est au nord de... on est dans la région de la baie James. Rouyn-Noranda est dans la Abitibi-Témiscamingue. La ville de Lebel-sur-Quévillon, une des dernières villes, pas la dernière, mais une des dernières villes qui a été créée au Québec, là, créée de toutes pièces, dans le sens où, avant 1966, c'était la Forêt-Vierge. Il y avait une scierie à proximité, là, mais il n'y avait pas de ville. Lebel-sur-Quévillon n'existait pas. Et en 1966, Domtar a décidé de construire une usine de pâte et papier et en même temps de créer la ville de Lebel-sur-Quévillon. La ville de Lebel-sur-Quévillon, donc, a été... Les premières maisons sont arrivées là en 1966. On a construit la route en 1965, 64, 65 et finalement la ville en 66. Donc, c'est une jeune ville. Moi, j'ai été au conseil municipal de cette ville-là, qui a 47 ans, 48 cette année, 65, 66, et j'ai été au conseil municipal pendant 26 ans. T'attends que je donne ma place, je vais dire. Alors, j'ai été là et j'ai vécu, et je vais vous en parler, j'ai vécu des hauts et des bas à Lebel-sur-Quévillon. Et c'est de ça que je veux vous parler. Et comment on a fait pour passer à travers différentes crises. Il y a eu des moments extraordinaires, mais il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. D'abord, on est une ville que certains disent isolée. L'isolement, en 2014, c'est très relatif. On est notre voisin le plus près, c'est Sainte-Terre, qui est au sud de chez nous, qui n'est pas tout à fait à 100 km au sud de Lebel-sur-Quévillon. Entre les deux, c'est la forêt. Il n'y a rien du tout, sauf la forêt, évidemment, une nature extraordinaire. Au nord, la ville de Chapais,
Il y a une communauté autochtone, Waswanipi, qui est une communauté Cri, qui est à peu près à une centaine de kilomètres aussi, et par la suite, il y a la ville de Chapais, Chibougamau. C'est nos plus proches voisins. Donc, c'est une ville que certains diront isolée, mais moi, j'ai parcouru le Bel-sur-Quivillon, Québec, très, très régulièrement, je dirais une fois par semaine, pendant plusieurs années, pour aller défendre le dossier de Lebel-sur-Quivillon à Québec. Évidemment, c'était plus simple, probablement, c'était moins loin pour moi d'aller à Québec que les gens de Québec venaient chez nous. Alors, j'ai eu l'occasion, pour dire qu'une ville isolée, tout est relatif, j'ai eu l'occasion d'aller à Québec, partir le matin, c'est à peine 800 km, pas tout à fait 800, d'aller à Québec puis de revenir le même jour, après avoir été faire une présentation, par exemple, en commission parlementaire, ou être allé rencontrer un ministre. Alors, l'isolement, c'est très relatif. Et ça, je faisais ça en auto parce que l'avion, tout le monde sait que c'est un moyen de transport très rapide, mais il ne faut pas être pressé. Parce qu'on était à merci des horaires, puis bon. Alors, la Belle-sur-Quivillon, je viens de vous le situer un peu, une ville, petite ville, 3500 habitants dans le haut, le plus haut du nombre d'habitants. Un milieu de vie. C'est pas un camp de travail. Et ça, a fallu expliquer aux gens par la suite que la Belle-sur-Quivillon, c'était pas un camp de travail, mais un milieu de vie. Un milieu où des gens ont choisi de vivre. Évidemment, il y a plein de monde qui disent « Comment ça, vous pouvez choisir d'aller vivre une place de même? » Je dis aux gens « C'est correct, venez pas faire un tour, on a peur que vous restiez. » C'était un milieu de vie et le revenu, dans les bonnes années, le revenu par habitant était presque le double, le revenu médian qu'on appelle ça, était presque le double du revenu moyen québécois. Donc, un milieu de vie aisé, où tout le monde travaillait. Et il y a eu différentes étapes difficiles. Une première étape, c'était dans le milieu des années 90, un peu avant le milieu des années 90, où il y avait des investissements à faire. Évidemment, je vous ai mentionné que la ville avait été créée par la construction d'une usine. Au milieu des années 90, il y a des investissements de 300 millions à faire. Il y a pas personne n'est capable de trouver, Domtar n'est pas capable de trouver de financement. Et il y a une banque japonaise, Mitsubishi, qui se montre intéressée à faire du financement, mais à une condition, c'est que les employés soient impliqués. Alors, on m'a approché, je ne suis pas maire de la ville à ce moment-là, mais on m'a... oui, je suis maire de la ville. Non, je n'étais pas maire. Alors, on m'a approché pour dire, est-ce que les employés... je suis un employé de l'usine, et est-ce que tu penses que les employés pourraient être intéressés? La réponse, c'est oui. Mais à partir du moment où on devient des partenaires dans le business, on va devenir des partenaires de business. Et là, on va faire de la business. Ce qu'on a fait, les employés, on a créé une compagnie incorporée en vertu de la loi fédérale sur les sociétés par action. On est des travailleurs bien ordinaires, là, il a fallu un peu révolutionner cette façon de faire, mais on a acheté, on avait une participation dans notre usine de 10 %. Ça semble pas beaucoup, 10 %, mais c'est important. Mais ce qui est encore beaucoup plus important que la partie financière, c'était cette implication-là des travailleurs dans leur milieu de travail. J'avais, avec un vice-président à l'époque, dit « On va augmenter la production sans aucune scène d'investissement, simplement par le fait que vous reconnaissez que les employés peuvent être partis aux décisions. On va augmenter la production de façon substantielle. » Et là, j'avais pris une gageure de 10 $, avec un vice-président, et quelques mois plus tard, on avait effectivement augmenté, puis là, c'est entendre, mais augmenté d'à peu près 10 % la production de l'usine, simplement par l'implication des employés. Il y a eu des investissements, donc 300 millions d'investissements, on détenait 10 % de l'entreprise, ça allait très bien. Première année d'opération, après qu'on ait été impliqués, 60 millions de profits à l'usine chez nous. Alors, ça allait très bien. Mais la grande entreprise,
que les travailleurs soient assis à la même table pour prendre des décisions, ce n'est pas la philosophie normale de la grande entreprise. Or, après un certain temps, ils ont dit « on va vous racheter ». Je me rappelle encore, le président de Domtar m'appelle et il dit « Monsieur Lemoine, on va vous faire une offre pour vous racheter ». Il dit « Est-ce que vous savez ce que vous faites? » Oui, on va vous racheter, là, on va vous payer. Pas ça la question, là. Vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez nous racheter, mais que jamais les employés vont être impliqués de la même façon parce que le message que vous leur dites, c'est que vous ne pouvez pas faire partie de cette entreprise-là, être partie de l'entreprise. Mais bon, ils ont fait ça stratégiquement à la veille des fêtes, avec un montant très appréciable pour chaque employé. Évidemment, les employés adhéraient à l'entreprise, à la compagnie qu'on avait formée sur une base volontaire. 99% des employés y avaient adhéré, cadres et syndiqués. Ils nous ont rachetés en nous disant que c'était pour continuer de la même façon. Évidemment, on peut s'entendre que ça n'a pas tout à fait continué de la même façon. Et on est arrivé par la suite là, à une autre étape que je vous dirai en 2005 avec la fermeture de l'usine. Mais avant ça, il y a eu une étape sombre de Lebel-sur-Quévillon. Il y a eu l'étape en 2005 où, je vais vous expliquer tantôt, on a perdu les emplois, le cœur de notre ville, mais on a perdu à Lebel-sur-Quévillon à peu près 1000 emplois directs dans l'industrie primaire, dans une ville de 3500 de population. Mais la pire chose, on a eu en 2000 une vague de suicides. C'était... on a perdu 1000 jobs et les gens me disent souvent ça doit avoir été définitivement la pire période de ta vie politique. Absolument pas. La pire période de ma vie politique, ça a été une vague de suicides où le dernier jeune qui s'est suicidé, un enfant de 11 ans, et évidemment, j'en parle difficilement. Et là, je voudrais saluer une personne qui est ici, avec qui j'ai travaillé beaucoup à l'époque, Marcel Gélina, qui était organisateur communautaire. Marcel, qui est en quelque part dans la salle. Et c'est une vague de suicide. Un enfant de 11 ans qui se suicide le midi en arrivant chez eux de l'école parce que sa mère l'a chicané. Il s'en allait dans son garde-robe, il a pris sa ceinture de judo puis il s'est pendu. Mais de la même façon, exactement de la même façon que d'autres l'avaient fait avant lui, avec aussi une ceinture de judo. Et c'est pour ça que je parle d'une vague de suicide. De mon point de vue, il n'y a jamais de rationnel en arrière d'un suicide, mais dans ce cas-ci, il n'y en avait vraiment pas. Et là, j'avais tenté auparavant de rassembler les gens, là, parce qu'on voyait ça n'avait pas de bon sens. Je dis, là, il y en a un problème de communauté. Mais bon, malheureusement, et puis j'aurais dû insister plus, ça ne va pas fonctionner. Mais là, et je me rappelle encore, j'étais à Val-d'Or, je prenais l'avion pour m'en aller à Québec. Et quelqu'un m'appelle, puis il me dit, Jerry, parce que c'est le même que les gens m'appellent, il vient d'avoir un autre suicide, un enfant de 11 ans. Évidemment, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que je croyais, et j'étais même convaincu, qu'il s'agissait là d'un problème de communauté. Pas un problème individuel, mais un problème de communauté. Et là, j'ai dit, je me suis dit en moi-même, parce que j'étais tout seul, c'est assez, ça va arrêter. Et là, quand je suis revenu à Lebel-sur-Quévillon, j'ai convoqué les leaders, et beaucoup avec Marcel, je l'ai souligné. Encore une fois, je veux souligner le travail qui était fait par Marcel, qui était travailleur communautaire. On a rassemblé les gens de la commission scolaire, les gens de la santé, les gens de la ville, finalement des acteurs importants de notre communauté,
dont le prêtre, parce qu'il y avait une proximité importante avec les gens chez nous. Évidemment, c'est une question d'individu. Et là, on a dit, on fait quoi? Et là, certains nous ont dit, écoutez, c'est pas un problème de ville. Maudissez-moi patience. Et là, il y a des spécialistes. Bon, là, finalement, on a décidé ensemble qu'on ferait quelque chose. Et là, on a fait venir des spécialistes qui sont venus nous dire comment on devrait traiter le sujet. Comment faire pour enrayer cette vague. Mais ce qu'ils nous proposaient, à mon point de vue, ça n'avait pas marché. Alors, on a décidé qu'on ferait notre propre façon de faire les choses à la Belle-sur-Quévillon. Et là, je vais sauter plein d'étapes, vous comprendrez. Mais on a dit, il faut que nous, comme communauté, on décide ce qu'on va faire. Et là, on a dit, on va faire une assemblée publique. Puis on va se parler. Et là, je me rappelle encore de grands spécialistes qui m'ont dit, Monsieur Lemoine, vous allez vous casser la gueule. Les gens vont venir à cette assemblée-là, puis ils vont vous tirer des roches. Ils vont dire, c'est la faute de la ville, c'est la faute de la commission scolaire, c'est la faute de la santé, c'est la faute de tout le monde. Évidemment, pas la faute de toutes les organisations. Puis là, vous allez vous faire tirer des roches, mais pas à peu près. Mais j'ai dit, c'est parfait. On a besoin de ça. On va tenir une assemblée. Il a dit, vous attendez combien de monde? Évidemment, on a une salle cinéma, salle de spectacle chez nous, qui contient à peu près 300 personnes. Bon, j'ai dit, disons qu'il va en avoir 200 peut-être. On a tenu une assemblée publique, 300 personnes, puis il y en avait debout, là. Les autres, il y en a d'autres qui sont venus, mais bon, il n'y avait plus de place. Il n'y a plus de place dans la place. Et ça a été assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Il y a eu des témoignages de gens et une prise de conscience. Et l'importance de ça, c'est le rassemblement, les gens ensemble. On s'est mis ensemble pour enrayer une crise, une vague de suicides. Et là, il y a eu des choses extraordinaires, des gens qui disaient des choses assez simples dans certains cas. Mon garçon m'a demandé d'y acheter une bicyclette. Évidemment, je vous ai dit tantôt que le revenu moyen était très élevé chez nous. On a regardé le bicycle le plus cher, on y a acheté. Mais la fin de semaine suivante, si le bonhomme a 12 ans, fin de semaine suivante, on lui a donné 25$. On a dit, tu vas aller rester sur le voisin pour la fin de semaine. Nous autres, on s'en va à Val-d'Or pour passer la fin de semaine. On lui a donné un bicycle, et là, c'est une personne qui témoigne devant 300 personnes. Mais en lui donnant le bicycle, on ne lui a jamais dit qu'on l'aimait. Cette autre personne qui témoigne, qui dit, mon mari est assis ici aux côtés de moi. J'ai moi-même fait une tentative de suicide, il ne sait même pas, il l'apprend là. Et là, il y a eu une prise de conscience, évidemment, il y a des témoignages, que finalement, ce qui nous manquait à la Belle-sur-Quévillon, c'était probablement de remettre au centre de notre vie, en tout cas c'est la conclusion à laquelle on est arrivé, la famille. Et à partir de là, on a décidé que la famille serait notre noyau important dans notre communauté. Les activités qu'on organiserait seraient des activités autant que possible familiales. Il y avait plein d'activités chez nous, là, hein? Pour les jeunes, pour les vieux, les personnes âgées, dont je suis, les catégories. Mais la famille, pas beaucoup. Alors là, on a décidé dorénavant, ce serait ça. Il y avait eu 6 suicides des derniers mois. Et après la réunion, il nous avait dit, je me rappelle, les spécialistes m'avaient dit, M. Lemoine, on va faire venir un spécialiste pour diriger cette assemblée-là qui va être très houleuse. Il m'avait dit, je regrette, c'est moi qui est le maire de la ville, puis s'il y a quelqu'un qui va recevoir des roches, je ne me cacherai pas en arrière d'un animateur que vous allez avoir payé, qui ne sait pas de quoi il parle, puis qui, lui, va avoir été payé pour faire une job, puis il n'y a pas cette connaissance, ce sentiment, ce cœur-là. Alors, j'ai dit, c'est moi qui vais être en avant de la parade, puis s'il y a des roches à tirer,
J'essayerai d'y reparer pour les autres qui sont en arrière. Mais ça n'a pas arrivé. Alors, les gens ont pris conscience. Et après ça, j'ai dit, on va faire... Et là, il y avait des journalistes de l'ensemble du Québec. D'ailleurs, j'ai menacé d'en sortir un coup de pied au derrière, une équipe du village, parce que quand ils sont arrivés, la veille de la réunion, ils voulaient faire des reportages et j'avais demandé aux journalistes, pouvez-vous ne rien dire jusqu'après la réunion? Et là, il y a une équipe de journalistes qui venait de Montréal qui m'avait dit, monsieur, le droit du public à l'information. Il a dit, maudissez-moi patience. Les gens sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, là, qu'il y ait une personne qui se suicide de la Belle-sur-Quévillon, là, qu'elle ne sache pas, ça ne va rien changer dans sa vie. Alors, ou bien vous rentrez dans le rang et vous acceptez, ou bien je vous sors dehors à coup de pied en derrière, et là, vous en avez une nouvelle. Dites que le maire de la ville vous a menacé de vous sortir de la ville à coup de pied en cul, dans le derrière. Il est rentré dans le rang. Mais après la réunion, j'avais dit déjà d'avance, on va faire une conférence de presse par la suite, parce qu'il y avait des journalistes de partout au Québec. Et j'ai dit aux gens, le maire de la ville, à la conférence de presse, va dire qu'à partir d'aujourd'hui, le suicide est interdit à la Belle-sur-Quévillon. Grande déclaration du maire, le suicide est interdit à la Belle-sur-Quévillon. On dit, t'es-tu un peu viré fou? Je dis, peut-être. Mais les autres affaires, on a essayé, puis ça ne marche pas. Alors, il faut faire des choses à notre façon. J'ai tellement vu des modèles qui nous sont proposés, qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du tout en fonction de nos réalités, qu'on va essayer ça. Eh bien, l'ensemble de ces choses-là ont fait qu'il n'y a plus eu de suicide à la Belle-sur-Quévillon. C'est pas vrai, depuis, c'est arrivé en 2000, ça. Il y en a eu depuis ce temps-là, je pense, 2, qui n'auraient jamais dû arriver, mais bon. Mais cette vague-là, c'est terminé. Et là, on a créé, je pense, ou on a renforcé la solidarité de notre milieu. Deuxième chose importante, 2005, moi je suis président de la conférence régionale des élus et de l'association des pâtes et papiers ou de l'association forestière, dont Guy Chevrette, à l'époque, était le président-directeur général, était à Québec, nous demande à quelques présidents de CRE du Québec de venir les rencontrer pour, il y a la crise forestière, on est en 2005, c'est le début de la crise forestière, et ils nous demandent de venir les rencontrer pour voir si les milieux régionaux, on ne pourrait pas travailler en concertation avec les gens de l'industrie pour essayer de trouver des solutions pour finalement passer à travers cette crise. Je suis un de ceux qui sont délégués par l'ensemble des CRE du Québec. On est 3 personnes. Et pendant la réunion, à un moment donné, Guy Chevrette dit Jerry, j'ai un téléphone, c'est un vice-président de Domtar, puis il voudrait te parler. Il me passe son cellulaire, je m'en vais dans le corridor. Et là, on est en réunion pour trouver une solution pour aider l'industrie, aider les communautés, évidemment. Et là, le vice-président m'annonce qu'il ferme l'usine de la Belle-sur-Quévillon pour une période indéterminée. J'ai dit, vous fermez quand? Ils ont fermé, ça fait 5 minutes. Je suis à Québec, et là, je vois qu'est-ce que ça va faire dans la communauté. C'est le cœur du village, c'est les emplois, la majorité des emplois sont reliés à ça. Puis là, elle est fermée, ça fait 5 minutes. Je ne peux pas dire, peux-tu attendre à demain, là? Ils l'ont fermé. Ils ont fait venir un paquet de goons pour sortir les gens de l'usine. Bon. Et là, évidemment, Chevrette, Guy, dit, parce que probablement que le vice-président y avait dit, il dit, Jerry, tu vas-tu quand même continuer à vouloir travailler avec nous autres? Je dis, absolument. On veut trouver une solution pour passer à travers la crise. Je peux même en aller sur la place publique puis dire que les compagnies forestières, c'est des ci puis des ça, puis
m'a réglé quoi? Ça va me faire du bien peut-être, là, parce que tu as le goût de faire ça là, quand ça arrive. Mais m'a réglé quoi? J'ai appris dans ma carrière que si on attend après les autres pour régler nos problèmes, et généralement les autres, à ceux à qui on pense, des gens qui n'ont aucune espèce de connaissance de nos milieux, si on attend après eux autres pour régler nos problèmes, on ne vivra jamais assez vieux pour voir les solutions. Il faut nous-mêmes, trouver les solutions à nos problèmes. Chercher des gens pour nous accompagner, aller chercher des alliés. Mais ceux qui doivent trouver et mettre en place les solutions, ça ne peut jamais être quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui pense que la solution va venir d'ailleurs, en tout cas mon expérience, 26 ans dans un conseil municipal, dans de nombreuses organisations, je n'ai jamais vu ça. Maintenant, et là, bon, je reviens à la Belle-sur-Quivillon. Première chose qu'on fait, on fait une assemblée publique. Salle est remplie, évidemment. Et là, je dis aux gens, ça va prendre un peu de temps. Si je vous disais qu'on va faire ouvrir cette usine-là après-demain, je vous compterais des menteries. Mais soyez assurés d'une chose, c'est qu'on va repartir l'usine. Alors, les gens ont dit, et là, évidemment, quand je vous disais que j'allais à Québec régulièrement, on avait besoin de l'aide du gouvernement. On avait besoin de l'aide du gouvernement pour nous accompagner. Et là, je suis allé à Québec, je suis allé même jusqu'à 3 fois dans la même semaine, parce qu'il fallait aussi que je sois présent à la Belle-sur-Quivillon. Les gens avaient besoin de voir qu'on s'occupait des choses, contact avec les médias, on a médiatisé tout ça, parce que les gens ont besoin d'entendre parler. Quand il y a une crise comme celle-là, on a besoin d'entendre parler qu'il se fait des choses, on a besoin d'entendre un ministre ou quelqu'un qui dit, bon, à la Belle-sur-Quivillon, il y a une bataille qui se fait, puis bon... alors, le contact avec les médias était fort important. Et ceux qui pensent qu'on peut se servir des médias, détrompez-vous. Je pense que les médias, les journalistes, ont un travail à faire. Nous, on leur donne une information, on leur donne de l'information. Et eux, par la suite, la traitent l'information et font la nouvelle, ou font l'information. Et la très vaste majorité, très vaste majorité des journalistes, et j'en ai rencontré plus que beaucoup, très vaste majorité des journalistes, dans notre dossier du moins, ont traité la nouvelle avec rigueur, ont traité les choses avec rigueur. On n'était pas dans une période électorale, évidemment, c'est autre chose, là, de manière je vois ça, mais ça a été traité avec rigueur. Mais quand je suis allé à Québec, évidemment, et là, j'ai travaillé avec tous les partis confondus. C'est le gouvernement, c'est le Parti libéral qui est au pouvoir à ce moment-là, mais j'ai rencontré les gens du Parti québécois, les gens de l'ADQ à l'époque, c'est Mario Dumont qui était là, tous les partis, parce qu'on avait besoin de l'appui de tout le monde. Et là, les gens nous disaient, Jerry, nous, on avait dit, on va repartir cette usine-là. Les gens me disaient, Jerry ou Gérald, les usines de pâte et papier au Québec, ils ne rouvrent pas, ils farment. Puis toi, tu penses qu'il y en a une qui est farmée, puis tu vas en faire ouvrir? Oui. Je pense pas, je suis sûr. Est-ce qu'on va faire la même chose qu'on faisait avant? Probablement pas. Et nous, évidemment, on s'était réunis avec des gens, entre autres, de l'université. J'en parlais avec des gens, certains d'entre vous, là, qui viennent peut-être plus de la région d'Abitibi-Témiscamingue, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On a fait un brainstorming. Et là, on avait des focus groups. Et on a tenté, le plus possible, d'impliquer du monde dans notre démarche. Et quand j'entendais les gens dire hier, les citoyens ne s'impliquent pas. J'étais maire de la ville, les gens qui venaient s'asseoir à la réunion du conseil, si c'est par là qu'on juge l'implication des gens, évidemment, il n'y en a pas d'implication. Par contre,
il faut aller chercher les gens dans d'autres circonstances, d'autres milieux. Moi, dans le temps, je travaillais, j'avais un contact journalier avec les gens à l'usine. Après ça, quand l'usine a fermé, pour continuer à avoir un contact à tous les matins, j'allais déjeuner avec les placoteux du village. Tous les matins. Dans tous les villages, là, à moins que ça soit différent dans les vôtres, mais d'après moi, dans tous les villages, il y a un endroit où on fait la nouvelle puis on change le monde à tous les jours. En tout cas, chez nous, c'est de même. J'allais à tous les matins, et je vais encore à tous les matins, avec ces gens-là, parce qu'eux autres, là, ta valeur juste. Hein? Ils ne venaient pas te voir à ton bureau pour dire « Monsieur le maire, il y a telle affaire ». Et là, je n'emploierai pas les mêmes mots qu'ils emploient, mais les messages sont très clairs. Mais ça, c'est le vrai monde, c'est les vraies affaires. On a aussi fait de nombreuses assemblées publiques. Et à Québec, à un moment donné, après peut-être 1 an et demi, 2 ans de travail, il y a quelqu'un qui me dit « Jerry, il y a une chose que tu n'as pas l'air à envisager, c'est de faire ce qu'on a fait dans certains autres endroits, Gagnonville, entre autres, fermer la ville. » Puis là, l'implication du gouvernement, évidemment, c'est quelque chose qui est assez long. Donc, on devrait peut-être commencer à regarder cette possibilité. Là, je suis venu de poil droit sur les bras puis sur le dos. Pas sur la tête, évidemment. Mais j'ai dit, perds pas 5 minutes avec ça. Tu n'as rien compris pantoute. Le Belle-sur-Quivillon, ce n'est pas un camp de travail. Tu ne fermes pas ça parce qu'il y a une décision qui est prise à Québec de fermer la boutique. Pas de même, ça marche. C'est un milieu de vie où des gens ont choisi de vivre et veulent continuer à y vivre. Bon, là, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est même terminé. C'est même terminé? Mais... Alors, vous me permettrez simplement de dire que malgré le scepticisme, malgré le fait que tout le monde disait c'est impossible, ensemble, une communauté, et je dis bien ensemble, une communauté. Un leader, là, c'est le gars qui est en avant, puis des fois, il y a plus une grande gueule que les autres. Mais s'il n'y a pas en arrière de nous autres des gens, jamais on va réussir. Mais à la Belle-sur-Quivillon, on a réussi. Ils ont annoncé la réouverture de l'usine. On a encore des difficultés, il y a encore du travail à faire. Je n'ai jamais terminé de toute façon. Mais la relance de l'usine a été annoncée. Et il y a eu des choses... Par exemple, vous me le permettrez, je suis un indiscipliné, mais c'est correct parce qu'on disait tantôt la délinquance intelligente. Alors, vous me permettrez d'être un peu délinquant, donc, puisque c'est le discours de la présidente. Mais c'est tellement important, la délinquance. Je me rappelle, en 2008, là, l'atmosphère n'est pas très bonne. Comme communauté, comme conseil municipal, on dit on va donner à la veille des fêtes, on va donner 250 piastres par famille à toutes les familles de la Belle-sur-Quivillon. Puis on va aussi donner de l'argent à un enfant de la famille qui est à l'école. Pourquoi? Pour que les parents puissent plus facilement acheter un cadeau à leurs enfants, mais aussi que les enfants, pourquoi on a donné aux enfants aussi, puissent aussi acheter, ou en tout cas avoir des sous pour, s'ils veulent acheter un cadeau à leurs parents. 250 piastres, évidemment, ça a coûté à peu près 250 000 piastres à la ville. Ça a eu un effet extraordinaire. C'est rien, 250 piastres, quand le revenu moyen est un des plus hauts au Québec avant. Mais les gens qui recevaient le paye auparavant, c'était rien, alors que quand on a donné 250 piastres, ça a eu un effet extraordinaire. Évidemment, on n'a pas donné en argent, on l'a donné en bon d'achat local, de façon à ce que ça puisse servir l'économie locale aussi. Et là, j'arrive à Québec à un moment donné, et là, il y en a un qui me dit « Pas le droit de faire ça, Jerry. Tu as le droit de faire un remboursement de taxes, ça c'est permis. Mais de donner 250 piastres par famille,
basé pas sur les règles municipales. Je dis, vous me maudirez en prison. J'espère que vous allez faire beaucoup de publicité pour dire que je suis un délinquant, quelqu'un qui est un illégal. Mais d'abord, je suis un peu surpris. D'habitude, on fait des affaires, puis ça prend 2-3 ans avant que vous le sachiez. Puis là, maudit, on vient de faire ça, puis vous l'avez su. Bon, ça a déjoué nos plans un peu, parce qu'on savait que c'était pas légal, là. Évidemment, on n'a jamais entendu parler. On a donné 250 $. J'aurais tellement à dire, mais peut-être une dernière chose. La dernière, promis. Je pensais qu'une demi-heure, je n'aurais trop. Ça fait 45 minutes. Oh. Il y avait une douzaine de magasins de la Société des alcools au Québec qui ont été menacés de fermeture. Hein? Il y a à peu près 2 ans de ça. Chez nous, à Lebel-sur-Quévillon, on a décidé, les citoyens, qu'on voulait garder notre SAQ ouverte, comme à peu près les 12 succursales qui étaient menacées de fermeture. À Lebel-sur-Quévillon, la SAQ est encore ouverte. On a même amélioré le service. Pourquoi? Solidarité. Parce que les gens du milieu, évidemment, il y a toujours des leaders dans les affaires, mais parce que les gens du milieu se sont mobilisés, puis ont dit, notre SAQ, elle ne fermera pas. C'est un petit exemple, mais un exemple qui illustre assez bien que les milieux, quand on décide de se prendre en main, pas qu'on demande aux autres de faire les affaires à notre place, mais qu'on décide de se prendre en main, on est capable de réussir de grandes choses. Fait qu'imaginons-nous que le monde rural, on se met ensemble, puis on va à Québec pour lui expliquer comment ça marche, parce qu'ils ne savent pas tout, là. Il y en a qui le savent, M. Delièvre qui est ici, un gars de région, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer. J'ai appris ça, il faut être très, très poli, très correct, politiquement correct dans cette farce-là. Je pense que ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de dire des choses que je ne pense pas, mais il y a des gens qui comprennent. Mais il y en a tellement qui ne comprennent pas, qui nous arrivent avec des recettes, qui ont pensé à Québec, puis qui viennent nous dire comment ça devrait marcher à Lebel-sur-Quévillon. Et là, je lui dis, bon, ça va marcher à Lebel-sur-Quévillon? Oui, comme ailleurs. Peux-tu me dire, c'est quoi Lebel-sur-Quévillon? C'est où? Ils ne savent pas. Alors, comment tu veux que des gens prennent des décisions pour nous, alors qu'ils n'ont aucune espèce de maudite connaissance de nos milieux? Puis qui pensent qu'en mettant une recette, et là, je regarde la politique, j'entendais la politique de la ruralité, encore une fois, pourquoi on n'est pas capable de faire confiance? Mais faire confiance, là, ça ne veut pas dire contrôler tout. On peut-tu donner puis laisser aux gens des milieux, et là il y a un message, aux gens des milieux, les décisions, mais toutes les décisions. Fiez-vous sur les gens qui habitent ces milieux, des gens honnêtes, des gens qui font un travail souvent bénévolement pour le mieux-être de leur milieu. Pour moi, ça vaut beaucoup plus et c'est beaucoup plus sécurisant de donner l'administration des sommes d'argent, mais de la façon de faire les choses à ces gens-là qu'à les donner, et là, en tout respect, à n'importe quel fonctionnaire de Québec qui ne sait pas de quoi il parle. Merci beaucoup. Wow.